Chers auditeurs et auditrices de Méridien Zéro, bonsoir. Jean-Louis Ormégas pour une petite introduction, puisque ce n'est pas moi qui serai à la barre ce soir, c'est le camarade Wilsdorf, pour une émission un petit peu particulière. Comme vous l'avez remarqué, c'est en fait l'interview de nos deux camarades des Antigones que nous avions réalisé la semaine dernière et que nous avions accolé avec l'émission sur Hillary Clinton, réalisée avec Patrick Goffman, pour en faire une soirée féminine, on va dire. Il s'est avéré qu'en fait l'émission était finalement trop longue. Une partie d'entre vous a écouté Hillary Clinton et pas l'interview des camarades des Antigones. Ces dernières étaient, il faut dire, un petit peu dépitées aussi, du coup. Et donc nous avons décidé de retransmettre finalement cette interview comme une émission séparée. Donc vous allez donc écouter ce soir. Ça tombait bien par ailleurs, puisque l'invité que nous devions recevoir n'a pas pu se rendre disponible cette semaine. Et donc nous le recevrons la semaine prochaine. Je vous en laisse la surprise. L'émission promet d'être extrêmement intéressante. J'en profite par ailleurs pour vous faire une annonce, à savoir nos camarades du MAS Auvergne qui font une conférence à Clermont-Ferrand avec Georges Feltin-Tracol sur son ouvrage donc sur la liberté en France et sur cette liberté qu'on peut qualifier de surveillée. Donc cela aura lieu le samedi 18 avril. Nous mettrons les renseignements et le flyer de publicité, on va dire, ou d'annonce sur le site de Méridien Zéro. Et donc, pour nos auditeurs et auditrices qui sont en région Auvergne, cette conférence promet d'être extrêmement intéressante et nous vous invitons évidemment à vous y rendre. Voilà. Cette émission, comme d'habitude, est retransmise normalement par Radio Bandiera Nera et Quebeca Liberata. Alors, quelques mots évidemment sur les incidents à répétition qu'il y a eu sur Radio Bandiera Nera. Donc, il y a 15 jours, nos camarades en fait ont diffusé une conférence sans nous avoir prévenu que finalement l'antenne n'était pas disponible, ce qui fait que certains et certaines d'entre vous ont eu la surprise d'entendre une émission en italien. Donc nous nous prions de nous excuser, même si pour le coup nous n'en sommes pas responsables. Et la semaine dernière, évidemment, le vendredi, comme par hasard, le serveur de Radio Bandiera a eu des soucis et n'a finalement été accessible que très très tard, à partir de 21h, ce qui fait que l'émission a été décalée à 22h. Alors, notre camarade Alain du Québec est toujours présent, donc lorsqu'il y a un souci sur Radio Bandiera Nera, nous vous invitons évidemment à aller visiter sa radio, d'ailleurs même s'il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Voilà. Je laisse la place à Wilsdorf et aux camarades des Antigones, et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci à tous. Chers auditeurs, bonsoir. Wilsdorf à la barre pour une émission sous le signe du charme et de la féminité, consacrée à des femmes qui se battent, chose suffisamment rare ou trop peu relayée dans nos milieux pour que Méridien ne s'en fasse fort justement l'écho. Nous avons en effet le plaisir de recevoir ce soir deux sympathiques et séduisantes. Elles sont toutes deux représentantes du mouvement des Antigones, en la personne d'Anne et Isole. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc première question pour présenter votre mouvement à nos auditeurs, tout simplement. Qui sont les Antigones? Qui se cachent derrière ce mouvement? Alors, les Antigones, ce sont une bande de nanas très sympathiques qu'on vous invite à rejoindre évidemment. Alors plus sérieusement, nous sommes un groupe sur toute la France. On a plein d'antennes à Paris, à Lyon, à Marseille. Donc ça c'est un peu pour la question des localités et on espère que ça va s'ouvrir encore plus. Donc on a pour objectif de travailler sur la question de la féminité, puisqu'aujourd'hui elle est très clairement attaquée par notre gouvernement, par les milieux féministes. Et donc c'était important pour nous de faire ouvrir une voie qui propose quelque chose de différent, qui propose de travailler réellement sur l'égalité, enfin sur les relations hommes-femmes et cette question d'égalité qui est très présente dans notre société. Donc voilà, un petit mot, Anne. Voilà. Nous, on a préféré mettre en valeur la notion de complémentarité sur notre site aussi, parce que notre relation avec les hommes, c'est pas seulement l'égalité, c'est aussi la complémentarité, et nous, ça nous tient beaucoup à cœur.
Justement, par rapport à cette logique relation homme-femme, vous pensez qu'aujourd'hui, cette relation homme-femme, elle est mise en danger, alors qu'on peut tout à fait imaginer que nos gouvernants, aujourd'hui, ont à cœur, au travers de la parité, je me fais là aussi l'avocat du diable, de vouloir valoriser justement cette parité. Alors, c'est pas une parité uniquement politique, une parité dans le social, dans le quotidien. Quelle est votre position par rapport à ça, et quelle est votre analyse justement de cette réalité-là ? Alors d'abord, évidemment, la question des relations hommes-femmes est extrêmement en danger dans notre société, et ça c'est quelque chose dont on n'a pas trop conscience, parce que sous couvert de ce qui peut paraître des lois égalitaristes, il se trouve qu'on a vraiment une mise en difficulté tant des femmes que des hommes dans leur milieu professionnel, dans leur vie de famille, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on souhaitait mettre bien en avant, parce qu'aujourd'hui, établir une relation de couple, établir des relations avec les hommes-femmes tout simplement, devient de plus en plus délicat. Et ça c'est quelque chose qui est tout à fait vrai, puisque beaucoup de lois vont avoir tendance à mettre en concurrence, à créer des tensions, alors que c'est pas l'objectif en tant que tel annoncé par la loi, mais c'est une réalité, et il est d'autant plus urgent que de faire cesser ça, voilà. Bon, historiquement, les Antigones ont été créées à quelle période ? Dans l'esprit des gens, enfin, je m'inclus dans cette logique-là, il y a un rapport à la Manif pour tous. Alors je sais que c'est un peu caricatural parce qu'on vous a posé souvent la question, et on vous ramène souvent à cette logique-là, au même titre que les homènes, le pendant féminin de la chose, si tant est que ce soit le cas, et vous allez me le dire ou pas, en tout cas l'affirmer ou pas. Simplement, quel est votre rapport avec la Manif pour tous, et est-ce qu'il y a une vraie origine des Antigones par rapport à toute cette logique du mariage gay ou pas ? Alors je vais laisser Anne répondre. Alors en fait, il y a le rapport avec la Manif pour tous est assez chronologique, à vrai dire, parce que donc les deux fondatrices du mouvement, donc Isole et Mathilde, ont eu l'idée du mouvement un petit peu avant ça, et elles se sont rencontrées avant. Le mouvement est né au moment de la Manif pour tous. Donc il y a des Antigones qui ont défilé, qui ont manifesté, mais à ce moment-là, nous, on était en train de naître, donc le mouvement en tant que tel n'a pas participé. Il y a une part de hasard, et pareil, on connaissait pas les Homènes à cette époque-là, on savait pas trop qui c'était. C'est vraiment le fruit du hasard. Oui, donc on n'est pas mariés avec les Homènes, hein. Ça c'est un mythe que Gaël Brustier dans son ouvrage a notamment tenté de faire, des petites relations Homènes-Antigones, mais plus sérieusement... on serait au courant. Ouais, voilà. mais non, effectivement, par contre, il y a une réalité, c'est qu'on a été conjoints à ce mouvement-là, et probablement ce concours de circonstances nous a beaucoup apporté, parce que c'est une génération qui s'est levée, donc ça c'est évident, et qui a su, qui a cherché des réponses, peut-être instantanées en tout cas, sauf que ce n'était pas le cas, donc le travail se fait sur le long terme, sur beaucoup de domaines et beaucoup de choses, et c'est vrai que là-dessus, on peut pas dire que les Antigones n'en aient pas profité, évidemment. Néanmoins, c'est vrai que le projet qu'on a monté avait un objectif qui était complètement décorrélé. Oui, est un objectif qui est complètement décorrélé de la Manif pour tous. Alors c'est vrai que là-dessus, on a eu beaucoup d'écho médiatique en fait à ce moment-là, et ça c'est quelque chose qui a été extraordinaire pour nous, puisque ça nous a permis véritablement un lancement. Donc c'est moi qui avais infiltré les Femmes, et là-dessus évidemment la presse, probablement à court d'idées, s'est ruée sur cette occasion-là, dans l'espoir d'avoir des logiques très manichéennes, pour, contre, non. Elle n'a pas forcément trouvé ces réponses-là chez nous, et s'en est très vite délaissée, donc voilà, c'est ce qui a créé notre disparition soudaine des radars, mais nous sommes toujours là, donc voilà. Là où on peut s'inscrire dans ce mouvement général, c'est qu'en général dans les médias, on a tendance à assimiler Manif pour tous avec tout ce réveil des jeunes, mais pas seulement, sur énormément de questions de société, et oui, là on peut s'inscrire dans ce mouvement, donc pas seulement sur la question du mariage gay, duquel on a très très peu parlé, nous, mais oui, un réveil des consciences générales où il y a des problèmes dans la société, nous on veut les pointer du doigt, et par contre on est sur un éventail de problématiques beaucoup plus large. Voilà. D'accord. Ça, l'éventail de problématiques, on va l'aborder ensemble, parce qu'il y a une vraie actualité pour les Antigones à ce sujet-là, à ce niveau-là. Donc si je résume simplement, il y a eu un concours de circonstances qui a fait qu'au moment du mariage gay, des Manifs pour tous, vous êtes tombé sous le coup de l'actualité, mais il n'y avait pas de relation, je dirais, volontaire sur la chose, puisque vous n'étiez pas, le mouvement existait avant,
et les choses se sont produites et vous avez été presque victime de ce succès-là. On vous présente souvent comme des anti-fémènes justement. Alors Isole est bien placé pour en parler. Là aussi, je fais dans la question un peu convenue parce que il y a eu un vrai buzz médiatique, comme on dit, parce que vous avez eu droit à des, comment dirais-je, à des tribunes dans le mainstream politiquement correct, en tout cas médiatiquement correct, dans des revues comme Huffington, comme Le Point, comme L'Express, comme Elle, comme Les Arocs, il y en a plus, j'en passe, c'est des meilleurs, et où vous avez été véritablement pointé du doigt, en tout cas véritablement comme une interrogation. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ça ? Ah bah, une interrogation, ça c'est sûr, parce que tout simplement, quand on commence à aborder la question des fémènes tout de suite, ça devient, les réponses sont pas aussi évidentes qu'elles en ont l'air. Parce que l'idée finalement de cette infiltration des fémènes l'objectif était de créer un coup médiatique pour nous permettre aussi d'exister. Alors juste pour revenir sur cette infiltration des fémènes, au niveau des dates, peut-être préciser à quelle époque. Ça c'est donc ça c'est votre histoire à vous, Isole, mais c'était comment dirais-je, c'était quelque chose qui avait été décidé au niveau des Antigones. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là-dessus, oui, tout à fait. Donc c'était en avril 2013, me semble-t-il. 2013, c'est pas sûr. Avril, c'est sûr. Non, ça fait moins 2, ça fait 2013. Le temps passe vite. Il faisait très beau. Voilà. Donc effectivement, nous avions choisi la question de la cible féminine parce que c'est une cible extrêmement médiatique. Néanmoins, c'est évident que c'est l'iceberg d'une société qui va mal. Parce que ce que j'ai pris l'habitude de dire, c'est que des nanas qui se baladent à poil, c'est très courant. C'est même quelque chose qui n'est pas censé émouvoir particulièrement. Sauf que la presse s'est emballée. Il y avait un conflit géopolitique derrière, évident, dont on a vu les conséquences drastiques 6 mois plus tard, qui était simplement le conflit ukrainien. Donc toutes ces choses-là qui mêlaient la géopolitique étaient présent derrière, d'entrée de jeu, et les fémènes étaient un outil de pression politique et un emballement médiatique parce que les médias veulent du cash, veulent du trash, veulent du réduit, etc. Et ça au prix de déshumaniser finalement les femmes et leur rapport à l'expression en réduisant qu'est-ce que finalement une femme peut faire, c'est écrire suffisamment de lettres visibles sur le cadre de sa poitrine pour pouvoir s'exprimer. Et en fait, c'était un petit peu ça qu'il était question de dénoncer. Qu'est-ce qu'il y a à dénoncer là-dedans, c'est cet iceberg qu'il y a derrière, qui est cette société du spectacle, finalement, dont on est tous victimes aujourd'hui, au même titre que les publicités, au même titre que Gliden, au même titre qu'un certain nombre d'autres dossiers. En général, c'est société du spectacle, du consommable, du rapide, voilà. Et ça, du coup, effectivement, quand on commence à creuser le pourquoi des choses, les réponses sont pas forcément celles qu'attendent les médias, donc pas forcément celles qui intéressent. D'accord. Alors, quand on décide d'infiltrer les fémènes comme ça, j'imagine qu'il y a un véritable défi à la base. On doit se poser quand même quelques questions, se demander où est-ce qu'on va atterrir et avec qui on va avoir affaire. Vous, votre objectif, c'était de voir de l'intérieur ce qui s'y passait, de pouvoir de trouver une certaine objectivité, une certaine vision plus juste par rapport à la logique médiatique qui était relayée par rapport aux fémènes. Concrètement, ce que vous avez vécu, je pense que ça vaut le coup d'en dire 2-3 petites choses à nos auditeurs. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, alors que dire oui, c'était une expérience qui finalement a son clou son caractère spectaculaire, donc ça ressemble c'est un peu comme jouer à James Bond ou à Lara Croft, on va pas se mentir. Donc c'était très amusant. Effectivement, forcément, on sait pas où on va, donc ça devient amusant une fois qu'on a un peu de rétrospective, puisque forcément, on sait pas trop où on va, on sait pas trop où on tombe. Les choses se sont passées très simplement, de manière assez naturelle, puisque les fémènes ne sont pas non plus les monstres que les médias veulent nous faire dire, donc les choses ont été beaucoup plus simples qu'elles n'en ont l'air. Donc voilà.
Ok, donc ça permettait surtout d'affirmer, en tout cas de pouvoir mettre en opposition votre vision, et on y vient un petit peu au thème central. Le thème central de cette émission et de l'activité des Antigones, c'est votre vision du féminisme, parce que je crois que là il y a vraiment des choses à dire. Ce féminisme qui est caricaturé aujourd'hui en France avec une vision très 68arde de la position de la femme, cette logique de progrès, cette logique d'égalité, vous vous inscrivez clairement en faux là-dessus. Et moi ce qui m'intéresserait justement, c'est de savoir quelle est votre vision de la femme aujourd'hui au XXIe siècle, et en quoi les Antigones ont quelque chose à proposer pour les femmes d'aujourd'hui, et notamment les jeunes, puisqu'en fait vous êtes un mouvement jeune, essentiellement composé de jeunes filles. Je ne sais pas quelle est la tranche d'âge, mais vous allez me le préciser, Anne. Alors elle n'est pas si jeune que ça, je vais commencer par répondre peut-être sur votre question sur le féminisme. Alors on a un texte que je vous encourage à aller lire sur notre site, où on avait écrit une tribune justement sur le féminisme, où on a essayé de rétablir un petit peu, de refaire le point sur le mot. Donc effectivement, féminisme, c'est un mot qui est quand même très récent, qui est très lié à un contexte des années 60 et qui désigne des mouvements qui sont très politiques, mais qui a acquis petit à petit un sens beaucoup plus large dans le vocabulaire commun. Donc nous, dans ce texte, on a essayé de faire la différence entre son sens large, où s'il s'agit juste de parler des femmes, oui, là on peut se définir féministe. S'il s'agit de s'inscrire dans les mouvements qui sont nés dans les années 60, notamment suite à des ouvrages comme les ouvrages de Beauvoir, non, dans ce cas on n'est pas féministe. Et nous, justement, par rapport à tout cet héritage, nous, ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on a travaillé d'ailleurs pendant nos permanences parisiennes, c'est essayer d'avoir un peu un regard apaisé sur la question, en essayant de voir pourquoi déjà ces mouvements étaient nés, pourquoi, parce qu'il y avait des problèmes, il y avait des manques, etc. Donc ça, on le nie pas, et d'essayer de voir, d'étudier un petit peu plus, de façon plus approfondie, les solutions qui ont été apportées, qui ne nous semblent absolument pas ni opérationnelles, ni correctes, sur le plan des idées non plus. Donc ça, vous pouvez retrouver le détail sur notre site de toute façon. Mais l'idée, c'est que voilà, on n'est pas féministe, très clairement, mais on n'est pas anti-féministe pour autant. C'est un héritage qu'on essaie de regarder avec un petit peu de distance. Par contre, tous les mouvements féministes qui existent, notamment en France à l'heure actuelle, nous semblent sur des lignes de travail qui sont complètement erronées, notamment sur le plan des relations hommes-femmes. On hérite d'une situation où les féministes françaises sont sur une ligne très indifférencialiste, où donc la ligne indifférencialiste chez les féministes, c'est qu'il n'y aurait pas de différence entre hommes et femmes autre que construite socialement. Donc c'est la ligne de toutes les théories du genre. Voilà. Et sachant que la ligne différentialiste serait plutôt celle des fémènes, donc qui est une résurgence, parce que très peu présente dans notre société tout de même. On en trouve des petits exemples par-ci par-là, mais il existe aussi cet autre courant qui lui va être différentialiste et qui est beaucoup plus inscrit dans une logique de guerre des sexes. Et là aussi, il est hors de question de rentrer dans cette guerre des sexes, puisque on est 50-50 dans la société. L'homme étant un animal politique et donc un animal social. Voilà, la guerre c'est fatigant et c'est pas la question. Si on veut qu'une société avance et progresse vers le bien commun, il y a un minimum de relationnel à faire. Donc de toute façon, la guerre des sexes n'est même pas une question. D'accord, parce que cette vision du féminisme telle qu'on la critique, et on doit la critiquer, cette vision très politique et vindicative telle que vous l'avez exprimée, Anne, cette vision très 68arde, vous, quand vous réclamez cette égalité homme-femme, concrètement, ça correspond à quoi et ça veut dire quoi ? Alors nous, on l'a exprimé aussi assez clairement. Nous, l'égalité, c'est quelque chose qui se manifeste avec toujours un corollaire, c'est l'égalité en droit, bien sûr. C'est à peu près évident qu'il y a une égalité face à la loi des hommes et des femmes. Il y a une égalité aussi à la base en dignité. Et puis on partage quand même une humanité. Donc il y a quand même quelques petits points communs entre les hommes et les femmes. Mais l'égalité, c'est pas un mot à ériger en absolu, en idéal. C'est pas une fin en soi. D'accord. Voilà, c'est important, mais c'est pas une fin en soi. D'autant plus que ça peut être dangereux tel que pratiqué.
Donc c'est surtout ça, c'est l'égalité qui devient l'égalitarisme et dangereux. C'est ça. Vous, dans votre analyse, vous faites pas votre analyse n'est pas de dire aujourd'hui il y a des inégalités entre hommes et femmes et vous les revendiquez. Vous n'êtes pas dans cette logique-là vindicative. Quand vous parlez de bien commun, moi j'aimerais avoir votre idée un peu plus précise sur cette idée de bien commun, qui est une logique beaucoup plus peut-être pas spirituelle, mais avec une certaine forme de religiosité. On retrouve ça dans certains discours religieux, le bien commun, ainsi de suite. Quelle est votre vision par rapport à ça ? Parce que revendiquer l'égalité hommes et femmes, c'est aussi faire un constat et se dire qu'il n'y a pas que dans la pratique, il n'y a pas d'égalité homme-femme. Alors, on veut nous la vendre un peu à toutes les sauces en nous disant aujourd'hui, pour les élections, il faut la parité, ainsi de suite et tout. Je pense que votre vision, elle est beaucoup plus large que ça. Mais quel est votre constat dans la société moderne par rapport à la place de la femme ? Parce que j'imagine que c'est quand même ça qui anime au quotidien l'action des Antigones. Alors oui, il y avait beaucoup de choses dans votre question. On va essayer de prendre les trucs un par un. Alors tout d'abord, vous aviez abordé l'idée de l'égalité et du bien commun. Là-dessus, sur la question du bien commun, en fait, vous abordiez ce que vous appelez religiosité, voilà, pour faire simple. Nous, on appelle ça plutôt transcendance. Donc là-dessus, nous, on est un mouvement pleinement aconfessionnel. Par contre, en revanche, effectivement, il y a une transcendance évidente et quelque chose vers quoi doit tendre une société, qui est donc le bien commun, ce qui unit. Le bien commun, c'est ce qui unit. Donc là-dessus, justement, les questions de relations hommes-femmes en sont tout à fait un exemple concret. Et plus particulièrement, vous aviez abordé la question des quotas ou ce genre de choses. Il est évident qu'une femme et un homme, c'est différent. Alors déjà, structurellement, une femme, au bout d'un moment, ça met au monde des enfants. Donc ça, c'est un truc stupide qu'on oublie un peu. Mais ça veut dire que, par exemple, dans une société, une entreprise, une femme peut être absente du fait d'une grossesse. Et une grossesse, c'est la génération suivante. C'est ce qui fait qu'une société va perdurer dans le temps. Donc c'est pas quelque chose qui appartient en tant que tel à la femme, ce qu'on voudrait nous faire croire, c'est-à-dire que sa grossesse, c'est la femme qui le porte, etc. Non, c'est la génération, c'est la société qui continue, et donc c'est pas quelque chose qui doit être envisagé justement comme une contrainte à proprement parler sur la femme, et quelque chose qui serait une inégalité qu'on devrait gommer au maximum. Donc ça, évidemment, quand on parle d'inégalité, là il y en a une qui est réelle finalement, une vraie différence, quelque chose qui nous rend différents, et ça c'est probablement pas assez pris en compte dans notre société. Je prenais l'exemple de la grossesse, mais on peut prendre pas mal de choses. Et ça, cette différence-là, vous l'assumez pleinement et vous la revendiquez justement. Tout à fait. Là-dessus, évidemment, ces questions-là sont particulièrement importantes. Parce qu'en l'occurrence, ce que vous appelez le bien commun, c'est plus une logique de loi naturelle. Tout à fait. Bah, typiquement, pour revenir sur la question de l'égalité et des quotas, on avait un petit peu parlé au sein des Antigones, et typiquement, c'est une façon de traiter l'égalité qui est assez caricaturale et assez nocive au final pour les femmes, parce que ça revient à une sorte d'égalité stricte et mathématique qui ne prend absolument pas en compte les différences que pointait du doigt Isel. Et du coup, c'est pour ça que nous, les questions d'égalité, on ne les traite pas du tout de cette façon très idéologique en fait. Oui, très idéologique, où les rapports gouvernementaux se concentrent énormément sur des chiffres, alors que la réalité de ces questions-là, elle est beaucoup plus dans ce que disait Isel, où les femmes dans leur vie ont des événements qui sont différents de ceux des hommes, où une grossesse n'est pas vécue de la même manière par le père et par la mère, et de fait, pour une entreprise, une femme enceinte, c'est pas pareil qu'un homme qui attend un enfant. Donc c'est à prendre en compte de manière différente. Et juste demander des quotas de femmes dans certaines industries, certaines entreprises, c'est pas ça qui va régler la difficulté que peuvent avoir des femmes, soit à vivre leur grossesse de façon apaisée par rapport à leur travail, soit retrouver un emploi par la suite. Enfin, toutes ces questions-là qui sont attenantes à cet événement-là particulier.
Alors ouais, on prend pas mal l'exemple là, de la grossesse parce que on a eu l'occasion de effectivement beaucoup discuter sur la question du congé maternité qui a été remis en cause. C'est congé parental maintenant. Donc c'est pour ça aussi qu'on prend cet exemple. Néanmoins, même les hommes et les femmes vont avoir une conception du temps et une conception de l'entreprise qui va être différente, quand bien même il n'y aurait pas d'enfants, tout simplement, enfin qu'il n'y aurait pas de naissance ou des choses comme ça. Enfin, votre logique de l'égalité, c'est en fait une logique de la complémentarité entre l'homme et la femme dans un espace qui serait dans un espace naturel. Moi, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un risque quelque part au XXIe siècle, un risque un peu réducteur? Alors là, on parle on parle de la grossesse, mais de réduire le rôle de la femme à la maternité, et même si c'est une évidence, est-ce qu'il n'y a pas un risque là, justement, parce que vous êtes quand même dans une logique de combat, une logique de revendication, mais on ne peut pas uniquement revendiquer aujourd'hui, même si ça va à contre-pied de tout ce qu'on voit, ça va... Moi, j'aimerais avoir votre vision un peu des choses, c'est-à-dire que moi, quand je vous écoute, est-ce que c'est pas un peu réducteur aujourd'hui, cette logique de la féminité uniquement reliée au rôle de la femme dans la maternité? Ah, complètement. Justement, c'est un des grands sujets où il n'y a pas une vocation féminine qui serait particulièrement liée à la maternité. Il y a énormément de femmes qui sont des femmes. On n'a pas trop de doute là-dessus et qui n'ont pas d'enfants, qui n'en ont pas eu à travers le temps. Donc non, la féminité n'est pas exclusivement liée à la maternité, loin de là. Oui, non, mais votre combat, c'est pas de réduire le rôle de la femme, justement. Non. Alors non, tout à fait. Et dans toutes les vocations qu'une femme peut avoir. Alors c'est pour ça qu'on prenait l'exemple un peu facile de la maternité pour évoquer les différences, parce que c'est aussi un débat d'actualité avec les congés. C'est un débat d'actualité, c'est quelque chose qui est visible, qui est compréhensible, mais évidemment c'est un axe d'entrée en matière pour toutes les personnes qui estimeraient qu'il n'y aurait pas de différence. Mais évidemment là-dessus, nous on travaille de manière beaucoup plus large et pas du tout sur le caractère réducteur. On a pas mal travaillé l'année dernière sur l'idée de transmission et le rôle particulier qu'ont les femmes dans la transmission, donc transmettre. Et ça, bien au-delà de la question de la maternité, bien au-delà de toute cette problématique, parce que tout simplement, les femmes ont plusieurs vocations et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu parfois occulté dans des milieux qui vont justement être très très réactionnaires, on va dire, à la cause féministe, donc ils vont prendre le contre-pied, qui eux justement vont enfermer la femme dans son rôle maternel. Et là-dessus, c'est quelque chose qui est très important, parce que pour nous, on considère que les femmes ont une place dans l'espace public. Alors ça, c'est intéressant, je vous coupe, excusez-moi, parce que on vous a souvent accusé, à tort bien évidemment, et je pense que là vos propos justement justifient ce mauvais procès qu'on a pu vous faire, d'être dans une logique réductrice et dans une logique réactionnaire. Justement, vous vous inscrivez en faux par rapport à ça, parce que vous considérez tout sauf comme réactionnaire. Ah oui, alors là, tout à fait, hein, parce que réactionnaire, c'est réagir c'est être dans l'opposition. Nous, concrètement, on est dans la construction, donc l'idée, c'est de repenser aujourd'hui les relations hommes-femmes dans le monde dans lequel on est, avec les données dans lesquelles on est. On n'est absolument pas nostalgique de ce qu'a pu faire Napoléon, d'aucune sorte. Napoléon par rapport au code Oui, parce que oui, parce qu'il y avait une très belle formule du doyen Carbonnier qui disait que le code civil était l'œuvre d'un homme stérile, était l'œuvre d'un homme trompé par une femme stérile. Et je pense que ça résume bien l'ouvrage du code civil. Donc là-dessus, effectivement, nous n'en sommes absolument pas nostalgiques, bien au contraire. Et l'idée, c'est effectivement de puiser dans notre héritage, parce qu'on n'est pas des êtres hors sol, on n'est pas des êtres déracinés, on a un héritage, c'est évident, mais en revanche, on est dans la transmission, donc dans l'avenir, et donc absolument pas dans une logique de réaction ou d'opposition stérile, ce qu'on a pu penser qu'on donnerait en étant des anti-fémènes, mais là encore, c'est ce que je disais au démarrage, c'est que voilà, on fait avec ce que le système nous octroie, voilà. Et là où on réagit, c'est effectivement qu'on est persuadé que toute les visions, la vision des femmes qu'on peut véhiculer à l'heure actuelle paraît bien idyllique, mais en réalité, elle est bien moins que ça. Et la femme en 2014, elle n'est pas si heureuse que ça, finalement.
Donc là, on réagit quand même à un état de fait qui nous a poussé à créer les Antigones et à s'engager dans ce mouvement-là quand même. Oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est très de l'ordre de l'intuition dans l'origine des Antigones, qui est cette, finalement, mais qu'est-ce qu'on est nous ? Qu'est-ce que c'est être une nana en 2014 ? Et ça, c'est une question, finalement, que je pense qu'il y a pas mal de nanas qui se posent, parce que ce qu'on nous laisse, c'est faire comme un homme à la suite de Simone de Beauvoir. Donc, ça marche pas, hein, concrètement. À partir de 13 ans, on peut dire que les garçons nous mettent une tête, donc faire le garçon, ça devient compliqué. Quand même plutôt. Et puis et parfois même plus tôt, voilà. Mais et puis n'être que son corps, donc à savoir que sa maternité, c'est complètement être dans une cage, et être que son sexe, c'est complètement se nier soi-même, parce que si on réduit les femmes à des seins et un cul, on n'avance pas. Et puis si on réduit la féminité en règle générale à ça, c'est quelque chose qui est bien plus complexe et qui bon, ça c'est un de nos grands combats, ne se réduit pas à des mots et des théories. La féminité, c'est quelque chose de plus complexe que ça. C'est aussi un de nos objectifs à long terme, c'est de travailler sur cette question de la féminité et d'essayer de mettre à jour, de montrer à quel point ça peut être quelque chose qui est non seulement de l'ordre du grand discours théorique, mais surtout c'est quelque chose d'intuitif, de vécu, et qui peut être vécu simplement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait montrer aussi. Oui, parce que en fait, finalement, c'est cette simplicité qui manque à l'heure aujourd'hui où les femmes sont... Arrête de rire. Où les femmes sont soumises à un certain nombre de contraintes, qui est le travail, qui est la famille, tel que dans des cadres, finalement, on dit que notre société essaie de gommer les cadres, mais c'est pas vrai, on est enfermé dans des petites cases absolument tout le temps, et ça empêche de vivre la simplicité déjà de son corps, et ça, c'est quelque chose qui est très occulté, quoi. Alors, justement, on l'a bien compris, et c'est très rafraîchissant, parce que je crois que vous vivez ça de manière très décomplexée. Je crois que les auditeurs pourront s'en rendre compte en vous entendant. Et ça, c'est plutôt positif, parce que là où on vous a accusé justement d'être réactionnaire, on se rend compte que vous n'êtes pas du tout dans cette logique de la famille où la femme est confinée à faire des enfants et à rester à la maison et à faire des gâteaux et préparer le thé. Je crois que ça, c'est plutôt effectivement un point positif, parce que c'est aussi souvent ce qui vous a été reproché quand on vous mettait en opposition avec les Femen. Vous parliez d'héritage tout à l'heure. Alors moi, ça m'intéresse, cette idée d'héritage. Nous, sur Méridien Zéro, on est très attachés à cette logique-là, cette logique civilisationnelle de l'héritage. Est-ce que vous revendiquez ça, et quel type d'héritage, justement ? Je fais juste une parenthèse de thé, les gâteaux, c'est quand même sympa. Du coup, donc l'héritage nous qu'on revendique, c'est tout simplement tout ce que les auteurs avant nous et les civilisations avant nous ont laissé. Où nous, on s'intéresse, forcément, donc on est française, on est ancré. Nos antennes sont à Paris, à Lyon, à Marseille, donc on hérite de toute une tradition intellectuelle, de toute une tradition culturelle, et nous, ça nous intéresse énormément, non seulement sur le point théorique, en fait, où tous les écrits de tous les auteurs avant nous intéressent, mais aussi sur le plan des civilisations, où nous, on est persuadés qu'il y a beaucoup de choses à apprendre aussi des siècles passés. L'histoire, malgré ce que pensent certains de nos contemporains, ne s'arrête pas au 19e, et au modèle de la petite bourgeoise, il y en a beaucoup de choses à apprendre de périodes comme le Moyen-Âge, où au final, les femmes avaient une place sociale qui est très importante, malgré ce qu'on peut croire, et de civilisations comme nos ancêtres les Celtes, qui avaient également une place sociale très intéressante pour les femmes. Donc nous, tout cet héritage-là, c'est un héritage dans lequel on puise, pas pour replaquer des modèles, mais pour essayer de comprendre comment ça a pu être vécu à d'autres époques, pour essayer de comprendre quelles solutions pratiques il y a pu avoir, comment ça a pu être vécu, comment la féminité, les rapports hommes-femmes ont pu être vécus à ces époques-là, comment ça a pu se traduire en termes pratiques, juridiques, en termes de vie de famille, et pour essayer d'avoir des nouvelles idées et de construire le monde de demain tout en étant enraciné là-dedans. Oui, alors je vais faire très plaisir à Isabelle qui n'est pas présente ce soir, mais qui nous a fait une petite trouvaille. C'est qu'en fait, transmettre, ça a la même racine que trahir. Alors là vous allez me dire la relation, s'il vous plaît. Alors la relation, je vais vous faire son interprétation de la chose. Eh bien c'est simplement qu'en fait l'idée de transmettre, c'est pas justement calquer quelque chose tel quel, c'est trahir aussi. Et donc transmettre, c'est mettre dans le... c'est mettre à sa manière.
C'est rajouter quelque chose, et ça n'est pas, ça n'a rien ça n'a rien de la réaction, ça n'a rien de l'opposition, et ça n'a rien du même. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire comprendre aussi à certaines personnes, parce qu'on peut être inscrit dans une transmission, dans un héritage, tout en évoluant. Et ça, c'est vrai que la petite trouvaille d'Isabelle sur le sujet était particulièrement intéressante, parce que c'est celle dans laquelle on s'inscrit. On puise, mais on va au-delà, quoi. Moi, je pensais en termes de civilisation, et bon, ils l'ont bien résumé à l'instant. Déjà, la référence à Antigone n'est quand même pas anodine non plus par rapport à la logique et l'antiquité grecque. Et la question un peu bateau par rapport à ça aussi, c'est le côté, lorsque vous faites des manifestations et des choses comme ça, le côté très la blancheur, le fait d'être présente. Alors ça aussi, c'est une question qu'on doit vous poser si souvent, mais je vous la pose et j'en suis désolé. C'est de se dire que vous revendiquez quoi ? Une espèce de pureté intellectuelle, de pureté où on est dans une logique beaucoup plus civilisationnelle qui renvoie aux Grecs ou je ne sais quoi. C'est quoi la motivation par rapport à cette manière de se présenter comme ça ? Ouais, alors les robes blanches au top, hein. Parce que je sais pas, hein, mais bon, nous on a fait ça de manière assez intuitive, on va dire, dans le sens où on voulait quelque chose de visuel sur un instant T à un moment donné T, et on avait trouvé, pour que les nanas se retrouvent, robe blanche, c'était simple, on l'a gardé parce que ça fait mal dans notre société, dans notre univers. Ça fait très très étrange de voir des femmes bien en blanc, donc c'est le côté réactif qui était très intéressant. Alors au-delà de ça, nous ne faisons pas de certificat de virginité comme l'a prétendu elle. Voilà, c'est complètement faux. En fait, c'est beaucoup plus facile de rejoindre des Antigones, il suffit d'envoyer un mail, il n'y a pas d'examen médicaux à passer, on s'assure de ça. Non, mais ça, c'est important de le dire, ça, pour ceux qui auront encore des doutes. Ouais, voilà, pour ceux qui auraient des petits doutes sur le sujet, tout va bien. Non, après, sur cette question-là, oui, forcément, on comptait faire une référence à l'Antiquité. Alors déjà, parce que le personnage d'Antigone est très intéressant, mais ça, on va y revenir. Mais au-delà de ça, c'était pour dire que, voilà, on peut parler des femmes sans avoir été féministe, puisqu'il y a des femmes qui ont parlé, féministes au sens temporel. Mai 68, Marx, tout ça, Bebel et compagnie, mais qu'il y a que dans le temps se sont inscrites des femmes qui ont parlé de ces sujets-là aussi, et qui n'avaient pas cette étiquette qu'ont voulu retraduire les féministes, puisque en fait les féministes ont fait un énorme travail de retraduction de l'histoire. Et ça, il y a un peu cette idée-là aussi derrière, mais c'était surtout pour illustrer un peu ce que ça pourrait être Antigone, quoi. Mais du coup, sur la robe blanche, ça nous amuse beaucoup, tous ces grands débats, parce que c'était une intuition bien trouvée au final. Non, parce qu'on lit un peu tout et n'importe quoi, comme d'habitude, entre le côté effectivement virginal, le refus de la corruption, alors comme si vous mettiez au-dessus des choses, voilà, on tombe dans le grand et le n'importe quoi, mais enfin, c'est quand même devenu un peu une marque de fabrique. Ça vous ramène quand même à une certaine image qui, là aussi, peut-être des fois un peu réductrice de la féminité, c'est un petit peu dommage parfois, mais encore faut-il bien l'utiliser et bien en user, mais je trouve que vous, au niveau de la communication, vous êtes plutôt pas mal sur ce sujet-là. Bah, étant donné déjà qu'il y a des mamans dans le mouvement, le côté virginal est un petit peu mis à mal. Sinon, malgré tout, c'est quand même des symboles qui sont assez amusants à revendiquer et qui finalement... on nous les jette, certains médias nous ont jeté à la gueule le côté le blanc, c'est la pureté, c'est la virginité, mais ce que vous disiez tout à l'heure, la pureté des idées, c'est pas un symbole dégueulasse non plus au final. On peut se dire qu'on revendique la pureté des intentions, au moins. Pureté des intentions, à la limite. Non, ça, mais ça peut le faire. Non, mais vraiment là-dessus, c'est très... je trouve que c'est très intéressant ce débat, hein, parce que c'est complètement décalé, quoi. Il s'agissait d'un signe de regroupement, et ça prend des proportions délirantes. Ça a amené certaines Antigones à renouveler leur garde-robe, parce que oui, c'était pas très pratique comme signe. Je règle mes comptes, mais bon. Voilà. Bon, vous avez une charte. Alors bon, il faut renvoyer, je pense, pour voir un petit peu dans les textes nos auditeurs vers votre site internet qui est plutôt bien fait d'ailleurs, faut le dire, avec une charte qui est non mais mais bon, quand on veut lire des choses, c'est quand même intéressant. On lit souvent des choses, c'est un peu tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a quand même pas mal à... ça résume assez bien votre engagement. Vous dites notamment, on l'a abordé tout à l'heure, votre collectif étant non confessionnel et non parti
partisans, en argumentant, et là je vous cite, que votre réflexion se développe de façon autonome, sans ingérence ni récupération idéologique. Est-ce qu'il n'y a pas là un petit paradoxe compte tenu de vos positions, le côté apolitique et aconfessionnel, moi je veux bien, mais enfin, bon, il y a peut-être matière à discuter quand même. Mais justement, vous, dans votre question, vous avez pointé du doigt le petit détail, qui est on a discuté pendant longtemps sur cette question. On a choisi non confessionnel et non partisan, et non pas aconfessionnel et apartisan. C'est deux choses très différentes. On n'est pas aconfessionnel et apartisane. On n'a aucun refus des prises de position politiques, des appartenances politiques et des religions de chacun, mais nous sommes non confessionnels et non partisanes, dans le sens où nous, le mouvement n'appartient à aucun mouvement, aucun parti politique et à aucune religion en particulier. Par contre, on a bien spécifié dans notre charte que tous ces engagements qui peuvent être politiques, qui peuvent être religieux, toutes ces croyances qui sont ancrées dans chacun, c'est aussi une force et une richesse dans laquelle nous, on apprécie de pouvoir puiser aussi. Et puis au-delà de ça, ça nous permet aussi très clairement de nous positionner sur, par exemple, la loi égalité homme-femme qui a été proposée, en disant qu'il y a des mauvaises choses et des bonnes choses. Ça permet de distribuer les bons points et les mauvais points sans être encarté dans une idéologie fixe ou dans des choses complètement stériles, puisqu'on prend un peu de distance avec ça aussi, et ça nous permet vraiment d'affirmer, oui, dans la loi égalité homme-femme, il y avait des trucs intéressants. Alors, toujours dans votre charte, je reprends, il y a quelque chose qui, moi, m'a intéressé. C'est noté, les Antigones visent au réveil des consciences. Alors, nous, sur Médias Zéro, c'est quelque chose qui nous parle tout particulièrement, parce que ça renvoie à Dominique Vénère. Et alors, avant de parler de l'actualité des Antigones, et avant de parler un petit peu du travail que vous faites, moi, j'aurais voulu avoir votre conception du réveil des consciences. Est-ce que, il y a quand même des choses on est un peu dans l'agite propre, souvent, pas dans la provocation, mais il y a cette histoire du lavoir moderne le 25 mai. Est-ce que les Antigones ont vocation essentiellement à faire dans l'agite propre, à faire comment dirais-je, ce qu'on appelle ça du happening, des choses un peu sur le coup, sur le fait. Est-ce que pour vous le réveil de conscience, ça passe par des choses très ponctuelles, des coups médiatiques, des coups de pub pour faire parler de soi, et on le verra, c'est pas le cas, mais sur un travail de fond aussi. Mais j'aurais voulu avoir votre avis par rapport à cette idée de réveil des consciences. Justement, nous, on n'est pas vraiment dans l'agite propre. Le but, c'est d'avoir un mouvement quand même de long terme. Parce que le réveil des consciences, ça se fait quand même sur le long terme. C'est aussi une question d'éducation de générations à venir, notamment. Donc nous, on fait un travail de fond. Nous, on a vraiment à cœur à ce que nos actions et tout, justement, ces coups médiatiques qu'on a pu avoir et qu'on va essayer de ravoir, soit toujours lié à une réflexion, soit toujours lié à un texte de fond. Donc, je ne sais pas si ceux qui sont allés sur le site l'ont noté, mais quand on poste une vidéo, quand on poste une photo, il y a toujours un texte de 500 mots à 30 pages qui va avec. Parce que voilà, nous on envisage ce réveil des consciences comme vraiment un travail de fond. Il s'agit vraiment d'avoir une réflexion de fond sur qui nous sommes, notre place dans la société, sur la féminité, les rapports hommes-femmes, ça on l'a déjà dit. Mais c'est une réflexion qui se fait pas du jour au lendemain, qui se fait, c'est un travail de long terme et qui aussi doit se traduire par des gestes au quotidien, qui doit se traduire par chacun de nous dans nos vies. Nous, on a des objectifs assez simples qui sont aussi assez quotidiens finalement. Et nous, ce réveil des consciences, on l'envisage comme juste une façon de vivre, notamment sa féminité au quotidien, simple, apaisée. Voilà. Alors oui, il y a aussi un petit truc que je voulais préciser sur la question de l'agite propagande, c'est que effectivement c'est un moyen pour potentiellement réveiller, mais ça n'est pas une fin. Et ça c'est quelque chose qui paraît évident comme ça, mais dans lequel les fémènes par exemple sont tombées dans ce type de travers au point de n'être plus que leurs actions, plus que les images qu'elles représentent, et ça c'est vraiment quelque chose qui est mauvais, parce que c'est pas comme ça qu'on avance. Et pareil, l'agite propagande, c'est un moment de réaction. Pas forcément, enfin c'est très rarement un moment de proposition, parce que pour que ce soit cash, direct, visuel, etc., c'est tellement de conditions médiatiques qu'on réduit le message et qu'on finalement on reste dans une opposition.
C'est pour ça Et la proposition est toujours plus compliquée. Hein. Et en vrai, il y a des mois d'échanges de mails sur certains textes de 30 pages. Hein. Il n'y a pas juste l'action qui est sortie. Un vrai Ça brainstorming. vaut le coup de les lire, pour de vrai. Ouais, non, mais tout à fait. Mais le truc, c'est que c'est ce que je disais au tout début, c'est qu'on est dans une société du spectacle, et dans une société de l'image, dans une société de l'instantané, où voilà, on veut de la réaction, on veut quelque chose, mais pas sur du long terme. Donc c'est clair que ça fonctionne pas. On réveille pas les consciences sur une image. Et C'est après, pas vrai. on a bien conscience que c'est aussi une sorte de... Il y a un côté passage obligé, où bien sûr, nos fameux textes de 30 pages, j'insiste, parce que j'aimerais bien que quelqu'un les lise un jour. Lisez les textes de lisez 30 les pages. textes de 30 hein. pages. Je connais qui les ont lus, je peux vous le dire. Merci, il faudra nous les présenter. On aimerait bien les rencontrer. Non, mais voilà, on a conscience qu'il y a une nécessité de mettre en avant ça, parce qu'il y a aussi un bruit médiatique énorme, parce que les gens ont tendance à oublier que les médias, c'est pas Le Figaro, Le Monde, TF1, c'est aussi tout ce qui passe sur Internet. Donc nous, voilà, ce qu'on pourrait appeler l'agit-prop, ce que nous on appelle action, sur notre site, attention, onglet action, c'est une manière de mettre en valeur tout ce travail-là. On a conscience que c'est nécessaire, mais voilà, comme disait Isole, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et le travail de fond, c'est dans les 30 pages que vous le trouverez, c'est pas forcément sur les vidéos, quand bien même, on espère qu'elles vous auront bien fait rêver. Voilà. Alors, on a vu un petit peu, vous avez fait passer certains messages, on comprend mieux un petit peu qui sont les Antigones. Moi, j'aimerais parler de votre quotidien aujourd'hui et surtout du travail qui vous anime. Si je fais un rapide retour en arrière, sur les années 70 notamment, par rapport à l'idée de la famille, à l'idée de rôle de la femme, ainsi de suite, quand on met bout à bout cette volonté déstructurante à vouloir détruire la famille en partant de l'avortement, de toutes ces logiques qui veulent que on est dans une logique purement de plaisir et non plus on ne construit plus, c'est jouir à outrance, ça c'est aussi un slogan 68 art. Il y a eu le mariage pour tous, on y revient, il y a la théorie du genre, aujourd'hui il y a la logique de fin de vie aussi. Est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui, et ça peut aussi s'inscrire pour nous, on est dans une logique à contre-courant, mais est-ce qu'on n'a pas forcément un train de retard? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, justement, il y a encore moyen et manière de faire marche arrière? Et quels sont les outils, justement Voilà, faire marche arrière. Mais c'est quoi votre quotidien Oui, mais il suffit pas de le dire pour que ça se passe et que ça se fasse. Aujourd'hui, est-ce que, par exemple, sur l'avortement, quand vous allez pas, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est un argument porteur politiquement parlant? Alors, attendez. Alors déjà, personne ne fait marche arrière de rien du tout. On ne re-rentre pas la pâte du dentifrice dans le tube. Donc, déjà, Très belle image. échec. Ou on ne désinvente pas la roue, il y a celle-là aussi. Donc déjà, là voilà, bon, première impasse dans la question. Deuxième chose, alors, est-ce que la question, on est à contre-courant, non, la question de l'avortement, blablabla. Bon, alors, la question de l'avortement, pour un exemple entre autres, c'est une question légale. Moi je parle de l'avortement parce que je pense qu'il est fondateur. Oui. Ah non, il est mais fondateur de tout le reste. Ça a été la pierre angulaire de ce qui est arrivé, de ce qui arrive depuis. Alors, on pourrait même remonter à d'autres pierres angulaires. Mais pour la faire très simple sur la question... Dans une maison. C'est ça. Alors, en fait, pour la faire très simple, la question de l'avortement, c'est une question finalement qui se pose au niveau de l'État. Est-ce qu'on légalise? Est-ce qu'on légalise pas? Dadadi, dadada, nanana, machin. Ok. Alors, on va reprendre les choses dans l'ordre. Déjà, l'avortement, ça existe depuis, malheureusement, la nuit des temps. Donc ça, c'est une réalité. Les pratiques sont diverses. Elles passent des aiguilles à tricoter, en passant par des potions ou d'un certain nombre de choses. Donc, l'avortement en tant que tel est une technique. Pour faire qu'une femme qui est enceinte, en situation de grossesse, ne le soit plus. Bon. Ça, c'est une première chose. Donc là, on a affaire à l'inscription d'une technique dans le cadre juridique qui va avoir pour objet finalement de régler nos liens sociétaux. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on s'en fout de ça, mais presque, parce que la question, elle est pas là. La question, elle est pourquoi il y a des femmes qui sont dans cette situation-là, première chose, et il y en a de plus en plus aujourd'hui du fait de la manière dont on vit notre corps, de la manière dont on vit notre sexualité, et ça, c'est un problème. Et par ailleurs, parce que c'est une situation de souffrance, en fait, l'avortement, c'est compliqué, c'est difficile. Et par ailleurs, c'est qu'une fois qu'on a avorté, eh ben, il y a quelque chose d'assez terrible qui se produit, qui est simplement que c'est très difficile à vivre pour la plupart. Donc la question, ça va être la question du soutien post-avortement, ça va être la question de comment on en arrive à cette situation-là, et qu'est-ce que l'État propose. C'est-à-dire que si l'État
propose qu'une technique deux techniques aujourd'hui, pour une femme en situation de grossesse non désirée, ça n'est pas suffisant parce que la technique ne répond pas à tout et donc tout simplement est-ce qu'il n'y aurait pas du soutien financier à donner, est-ce qu'il n'y aurait pas des structures à mettre en œuvre et là ça devient intéressant. Donc la question de la légalisation en tant que telle, je dirais pas qu'elle est stérile, mais presque. Oui, mais en l'occurrence, elle est stérile parce qu'à partir du moment où elle est légalisée, moi je parle dans vos revendications à vous et votre positionnement par rapport à tous ces sujets sociétaux qui ont trait de près ou de loin, et en l'occurrence de près, sur la famille. Je veux dire, aujourd'hui, on voit que dans cette logique-là, depuis la légalisation de l'avortement au début des années 70, par le gouvernement Giscard, il y a une vraie volonté de déstructuration et de destruction de la famille. Vous, votre travail, il se situe quand même autour de ça. Qu'il y ait une assistance, qu'il y ait de l'aide, qu'il y ait des moyens, ainsi de suite, on peut en discuter. Mais concrètement, quelle est votre position par rapport à ça, par rapport à cette logique-là ? En fait, c'est, ce que je résume un peu ce que voulait dire Isole, où il y a effectivement, il y a un vrai travail de destruction de la famille, conscient ou non. Donc il y a les questions d'avortement, il y a les questions de congé parental qui sont d'actualité aussi. Et ce qu'on remarque, c'est que donc il y a une tendance à l'individualisation généralisée dans ce genre de situation où typiquement la décision d'avorter appartient à la femme enceinte, uniquement à la femme enceinte. Le congé parental, c'est plus la décision du couple, c'est la décision de l'État. Énormément de choses comme ça. Et en fait, ce qu'essayait de dire Isole, je pense, tu me corriges, hein, c'est que en fait, ces problèmes, la réponse à ces problèmes est assez mal abordée parce qu'on se base sur un point de vue légal. C'est-à-dire que par exemple, sur l'avortement, sur la famille, etc., on se base sur des mesurettes qui de toute façon vont dans un sens qui est le sens général, on va dire, est délétère à la famille, même si de temps en temps, il y a des choses qui peuvent aller bien. Alors que on ne s'attaque pas du tout aux causes. Sur la question de l'avortement, par exemple, la question, c'est pas tant de savoir si c'est légal ou pas, s'il y a autant d'avortements chaque année. C'est-à-dire qu'on est à 200 000 avortements en France, que ce soit légal ou non, si on reste à 2 000 avortements en France, ça n'aura absolument rien changé de pénaliser l'avortement. Ce sera juste une mesure contre-productive. La question, c'est pourquoi est-ce qu'effectivement des femmes se retrouvent dans ce genre de situation et comment faire pour que des femmes n'aient pas à vivre ce qui est quand même communément admis comme... pour donner un énorme euphémisme, une expérience légèrement désagréable et douloureuse. Et voilà, quelles mesures on peut mettre en place en amont pour éviter ce genre de situation, quelles mesures on peut mettre en place concrètement pour que la famille soit quand même un espace de repère, un espace de structure, et pas quelle loi combattre, quelle petite mesurette qu'on n'arrivera pas à combattre, voilà. C'est-à-dire que selon vous, on peut argumenter sur l'avortement. Abroger une loi ne réglerait pas le problème, en fait, c'est ça. Voilà. Mais on est quand même dans une logique idéologique, cette logique en l'occurrence du jouir sans entrave et de profiter de tout et de rien, qui est quand même mortifère. Alors oui, tout à fait, et notamment, j'ai envie de dire, l'avortement, enfin, la situation de grossesse non désirée est une conséquence de ce jouir sans entrave, et le problème, c'est que les fondements sont beaucoup plus loin. Le problème, c'est la conception qu'on va avoir, enfin que les femmes vont avoir de leur propre corps, par exemple. C'est-à-dire que leur propre corps doivent être disponibles. Donc, absence de prise en compte des règles, stopper à tout prix l'ovulation, séparation de l'acte sexuel et de la génération. C'est-à-dire qu'un acte sexuel est un acte de plaisir, ne devant en aucune sorte induire un enfant. Car l'enfant est un choix, est strictement un choix dans notre société et ne doit rien être d'autre qu'un choix, ce qui pose d'autres problèmes. Et en fait, voilà, par la question de l'avortement, c'est encore, il ne faut pas s'axer seulement sur la question de la légalisation parce que c'est stérile. Ce qu'il faut, c'est regarder la façon dont on vit aujourd'hui. Quand on n'a plus, quand justement ces femmes arrivent dans cette situation de détresse, parce que c'est une situation de détresse et c'est une situation difficile. C'est souvent qu'en fait, le problème, c'est pas qu'elles soient en grossesse non désirée. Le problème, c'est qu'elles en sont arrivées là. Et en général, il faut un avortement pour se rendre compte de tout ce qu'on s'est fait subir à soi-même déjà. Donc, c'est-à-dire que les problèmes sont beaucoup plus en amont, et notamment, vous le citiez très bien, la question du jouir sans entrave, on est dedans, et l'avortement est une conséquence, la pilule est une conséquence. Alors, là encore, on n'est pas non plus... dans une question de dire qu'il n'y a pas de plaisir dans le sexe ou quoi que ce soit, c'est pas la question, c'est simplement... C'est dommage. Ce serait quand même dommage. Mais la question, elle est pas là. La question, c'est comment on le vit. Et si aujourd'hui, le planning familial de Versailles est le premier de France, il y a peut-être des questions à se poser. Voilà.
Nous, plutôt que le jouir sans entrave, on préfère les questions de bonheur aux questions de jouissance, où justement... Trop réductrice et voilà, caricaturale. La question de jouissance, la jouissance, c'est quelque chose qui se recherche à court terme, qui s'obtient, et puis on en recherche une autre. C'est l'éternel débat des philosophes sur le désir. Et nous, on aimerait bien... plutôt que de la jouissance, promouvoir du bonheur. On a quand même envie que les gens soient heureux au bout du bout. Et du coup, c'est pour ça qu'on aimerait bien aussi revenir aux racines du problème, ou sur ces questions de rapport des femmes à leur corps, et qui se traduisent en avortement, qui se traduisent en pilules généralisées en France. C'est une question du rapport des femmes à leur corps, mais aussi des hommes au corps des femmes, qui est problématique aujourd'hui. Mais je crois que ça résume, ça permet de mieux, comment dirais-je, sentir votre idée de la relation homme-femme. Justement, cette logique-là, justement, c'est que les choses sont partagées et qu'on n'est pas dans une logique individualiste telle qu'on veut nous la présenter aujourd'hui. Ah bah, un bébé, il faut quand même le faire à deux. Donc, si une femme est en situation de grossesse non désirée, pour reprendre cette longue paraphrase, c'est bien qu'il y ait un mec qui l'a mis là. Hein. Donc, c'est une responsabilité qu'on partage. C'est quelque chose qu'on partage. Et en général, le problème, c'est que là où c'est vécu de manière solitaire ou individuelle, c'est un problème. Parce que c'est pas aider à la situation, et c'est pas considérer les choses telles qu'elles sont réellement. Et moi, je voulais reprendre, ne serait-ce qu'à titre d'exemple, ce que disait une de nos Antigones à une des permanences. Elle nous racontait qu'elle était infirmière, et que elle avait une patiente Alzheimer dont la seule chose dont elle se souvenait, cette pauvre femme, c'était son avortement dont elle n'avait parlé à personne. Voilà. Et donc l'avortement, c'est une souffrance claire. Donc là-dessus, ce serait bien qu'on le mentionne aussi aujourd'hui, sachant que y a pas de... voilà, la question éventuellement de soutien ou de choses dans ce genre-là est tout à fait abordable, parce que c'est pas qu'une question de légalité. Alors, ce qui est intéressant, je crois, c'était cette parenthèse un peu longue sur l'avortement. Ça permettait aussi de revenir un peu à certaines racines du problème et à une certaine logique qu'on veut nous faire, admettre aujourd'hui, et qui est tout sauf admissible. Ce rapport à la vie, ce rapport au droit à la vie, et cette logique qu'on veut nous faire comprendre en tout cas. Moi, j'aimerais, vous l'avez dit fort justement, vous avez au sein des Antigones, vous avez des mamans, donc c'est pas uniquement réservé à de jeunes étudiantes ou des jeunes filles de moins de 25 ans. C'est intéressant. Est-ce que dans votre quotidien, j'imagine, vous échangez sur ces choses-là? Quels sont vos sujets d'actualité? Est-ce que par exemple, le fait d'avoir des mamans, est-ce que le gender par exemple, c'est quelque chose qui vous anime? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Est-ce que vous avez des actions prévues sur ce type de choses? Vous m'avez expliqué un peu hors micro tout à l'heure que je synthétise. Vous aviez la fin de la manif pour tous avait permis pour vous une certaine pause médiatique qui vous avait permis un petit peu de refaire, de vous restructurer, de pouvoir un petit peu poser les choses et comment dirais-je, écrire cette charte notamment peut-être, ou développer des idées. Quels sont, et là et c'est pour en venir à ça, c'est quel est l'avenir du mouvement des Antigones et quels sont vos sujets de préoccupation aujourd'hui? Vous venez de faire 5 questions en une. Ouais, je sais, c'est compliqué, c'est une mauvaise habitude. Alors, je laisse le micro et je vais faire un tour et je reviens. Alors, la première chose, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas un mouvement jeune. Nous avons plein de jeunes. Mais effectivement, forcément, les jeunes ont plus de disponibilité. Donc, c'est plus facile de parler au micro quand on n'a pas 5 enfants à brailler derrière. Évidemment, mais il y a aussi des mamans et il y a aussi des grands-mères dans notre mouvement. Ça c'est bien, il faut le dire justement, mais parce que voilà, tout à fait. Alors, pour vous donner un exemple, la personne qui a traduit notre manifeste en anglais a 70 ans et n'a pas encore de petits-enfants, mais quand même 70 ans. On a des mamans, on a des jeunes mamans, mais comme des mères de famille. Et effectivement, forcément... Avec une grande famille, on est moins disponible. Donc, quand on va à nos permanences, que ce soit à Paris, à Lyon ou à Marseille, il y a un petit peu moins de mères de jeunes enfants, mais ça nous arrive aussi d'avoir des grands-mères qui viennent dans nos permanences. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre et que vous avez plus de 25 ans, ne vous bridez pas. Alors, justement, préciser peut-être, les permanences, c'est quoi les permanences? Ah oui, tout à fait. En fait, donc, nos 3 antennes, donc on a Paris, Lyon, Marseille, organisent des conférences plus ou moins régulières selon les antennes. De toute façon, tout est annoncé à chaque fois sur le site, sur Facebook, sur Twitter. Et donc, nous, forcément, Isole et moi, quand on parle des permanences, on parle plus spécifiquement des permanences parisiennes parce qu'on est dans l'antenne Paris. Et donc, à Paris, on institue une permanence qui
qui a lieu tous les jeudis soirs au Sévigné, donc un bar à Saint-Paul. Et donc tous les jeudis soirs, on est là. Et donc en fait, nous, la permanence parisienne, on a vraiment un thème d'année sur lesquels on travaille. Et chaque mois, on travaille un peu sur un aspect différent de ce thème. Par exemple, l'année dernière, on en a parlé, c'était le thème de la transmission. Et chaque mois, on a étudié un petit peu un volet différent de ce sujet-là. On a étudié femmes, corps, transmission, femmes, éducation, transmission, femmes, culture, transmission. Enfin voilà, il y en avait plein. Et donc on structure nos mois, donc il y a des conférences, il y a des témoignages, il y a des débats d'actualité. Dans tous les cas, si vous vous posez une question, la réponse c'est tous les jeudis, on y est. Voilà, et pour l'adresse, on la retrouve sur Facebook. Et sur les autres antennes, de toute façon, chaque antenne a son mail. Donc en fait, c'est très très simple de nous joindre. Il suffit d'envoyer un mail, bêtement. Et en général, il y a quelqu'un au bout du fil et on vous répond, même avec un petit peu de délai de temps en temps. Oui, et puis autre chose, c'est que en fait, c'est ouvert au public. Et oui, parce que ça, c'est aux hommes aussi, d'ailleurs. Les Antigones ne se cachent pas. Alors tout est public chez nous, donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Au contraire, même pour les questions de débat, des gens qui voient tout, n'importe quoi. Et donc, tout le monde peut venir, hommes, femmes, enfants, bon. Oui, parce que j'ai appris ça, moi, c'est un peu bateau mon truc, mais... Excusez-moi, il y a des gens qui viennent en couple. Mais oui, il y a des gens qui viennent en couple. Il y a même des gens qui viennent avec leurs enfants, dites donc. Oui, donc en fait, c'est là-dessus, il y a vraiment. Il y a des gens qui viennent avec leurs parents, enfin avec leurs frères, leurs sœurs. Enfin là-dessus, c'est assez familial. Alors donc la particularité des Antigones, c'est que tout le travail est fait par des nanas. Les présentations. Enfin, l'accueil, l'organisation des conférences, les publications, voilà, tout le travail, c'est fait par le groupe des Antigones. En attendant, c'est public et tout est le bienvenu. Alors là-dessus, public, tout simplement, on y reçoit tant des journalistes que des gens qui ont simplement des questions, que des contradicteurs. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun ostracisme par rapport à ça. Ce serait complètement idiot, puisqu'on parle de complémentarité homme-femme aujourd'hui. Pour parler de complémentarité homme-femme, on est obligé d'être des nanas, mais ça c'est la conjoncture actuelle qui nous l'impose, donc voilà. Mais en même temps, on serait un petit peu hypocrite de parler de complémentarité homme-femme sans admettre le point de vue des éléments masculins qui viennent dans nos permanences. Bien vu. Ce serait dommage. Ouais, ce serait vraiment dommage. Ce serait un peu ridicule d'ailleurs. Mais voilà, et le fait est que s'il y a un point où on est d'accord, pas d'accord, on a déjà écrit un truc dessus, on n'a pas écrit de truc dessus, nous l'idée c'est que n'importe qui en fait qui vient à nos permanences, il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas encore abordés, un point de vue à nous donner, après on va être d'accord ou pas, la réflexion va se mener petit à petit. Nous, tous les textes qu'on a fini par écrire, toutes les réflexions, toutes les conclusions auxquelles on est abouti, ça s'est fait de façon finalement assez collégiale. Même si on a la dernière main sur les textes, on a pris en compte tout ce qui s'est dit, la moindre personne, même quand c'était des contradicteurs parfois assez violents, on a pris en compte ces oppositions-là pour essayer, alors parfois de changer de point de vue, parce que ça nous avait un peu ébranlé, parfois tout simplement d'affiner nos arguments, parce que nous avions raison et qu'ils avaient tort. Voilà. C'est grave. Ça arrive parfois. Ça arrive aussi, Ça arrive mais parfois. voilà, on n'est pas... le but, c'est pas de se retrouver entre soi et de se dire « Ah, génial, on a raison ». Surtout qu'il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés et sur lesquels toute opinion reste ouverte et on compte bosser dessus, on aura un avis un jour. Et c'est pareil, il y a pas mal de gens qui nous ont mentionné que dans certains textes, il y avait des contradictions, voilà. Bon, évidemment qu'il y a des contradictions, tout simplement parce qu'on est ouverte au débat. Et que quand il y en a une d'entre nous qui fait une auto-formation, donc l'auto-formation c'est une conférence qui débute en général à Paris, qui débute le premier jeudi du mois, troisième jeudi du mois, ouais, là c'est fait par l'Antigone qui va être responsable du mois, et donc forcément c'est des axes assez personnels, et ça c'est quelque chose qu'on prend en compte. Donc évidemment, si on a un socle commun de travail, c'est évident. Néanmoins, là-dessus c'est quelque chose qui se forme, c'est quelque chose qui avance, c'est quelque chose qui est mouvant et qui est absolument pas statique et péremptoire. Nous, ce qu'on cherche au bout du bout, c'est des solutions pratiques pour vivre mieux et de façon plus apaisée, harmonieuse, vivre notre féminité de façon harmonieuse, vivre les rapports hommes-femmes de façon harmonieuse. Mais toutes ces permanences, elles ont aussi une logique pédagogique. Bien sûr, mais et avant tout pour nous. Voilà, pour nous, pour les autres, et le but c'est effectivement de transmettre ce que nous on peut avoir réussi
ce qu'on peut avoir réussi à toucher comme conclusion, mais aussi justement de lancer de nouveaux débats et continuer à avancer, parce que c'est des questions qui continuent à évoluer. La situation des femmes aujourd'hui, en 2014, c'est pas la même que ce qui pouvait être le cas il y a 50 ans, donc on est face à des questions nouvelles, et du coup on est toujours obligé de réfléchir, parce que à partir du moment où on parle en termes de solutions pratiques, le quotidien n'est pas le même, donc il faut retrouver des solutions, il faut retrouver des moyens de vivre sa féminité, de vivre une relation harmonieuse homme-femme au quotidien. Et puis c'est ce qu'on disait, c'est pas la même dans le temps, mais c'est pas la même dans l'espace non plus. Et ça, c'est quelque chose dont on est tout à fait consciente. Cet universalisme délirant, il se trouve être faux, parce que tout simplement, il y a des choses du concret et du réel qui rattachent les femmes à leur société, les hommes à leur société. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi inscrit dans l'espace. Et ça, c'est pareil, c'est pour ça qu'on monte des antennes. C'est parce que la localité aussi ne se vit pas pareil. Et ça, c'est un point qui pour nous est très très important. C'est que contrairement à d'autres mouvements, on n'a pas l'intention d'aller imposer aux femmes de tel ou tel endroit un mode de vie. Pas Jules Ferry. Ouais, entre autres. Entre autres. Mais non, c'est vrai que c'est quelque chose... On a eu des contacts par des mouvements étrangers, etc., qui voulaient savoir si on avait des antennes à l'étranger. Nous n'en avons pas. Nous avons... et nous n'en aurons jamais. Voilà. Oui, mais il peut y avoir aussi des affinités, des relations, des synergies qui peuvent se créer. Puisqu'il y a aussi... Par rapport à ce que vous vivez, vous êtes aussi, je dirais, le symbole et le témoin d'un mouvement de société qui est en train peut-être... D'un mouvement de société, mais ancré dans une société donnée. Voilà. Et ça, c'est... Oui, mais les préoccupations, on va dire, des femmes européennes peuvent être les mêmes en France. Vous savez que, par exemple, la façon de vivre, enfin, la façon dont le féminisme existe en Espagne n'a rien à voir avec le féminisme Oui, parce que français, certaines cultures peuvent... Mais après, je dirais... Le quotidien de cette modernité, par rapport, on l'a vu, la famille, l'avortement, la féminité, en fait, on retrouve, il y a quand même des lignes, il y a des choses quand même qui sont à partager. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça, mais est-ce que vous avez aussi des rapports avec d'autres mouvements équivalents, ou est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est très français? Alors, nous, on est très fiers de dire qu'il n'y a pas de mouvement trop équivalent. Non, pour de vrai, en fait, on discute avec... dès que quelqu'un nous envoie un message, on est tout à fait prête à commencer une discussion. En général, ça se fait assez naturellement parce qu'on a des scrupules à pas répondre aux messages, même quand on le fait avec un petit peu de délai. Donc oui, si, bien sûr, on a des contacts avec des mouvements étrangers, c'est évident. Et parce que parfois, les solutions auxquelles ces mouvements peuvent être arrivés peuvent être intéressants. On peut se demander, voilà, comment nous, ça peut être une leçon pour nous. Est-ce qu'il y a des choses qui ont marché, etc. Mais après, nous, voilà, on garde en tête quand même ce point de vue très local, où quand bien même une solution a marché dans un autre pays, dans une autre localité, ça marchera pas forcément en France, parce que le contexte est différent. Ils veulent évoquer la question du féminisme, où effectivement, enfin en France, on a quand même eu des sortes d'éléphants du système, on a la personne de Beauvoir notamment. On n'a pas la même manière de le vivre que des pays étrangers. On a aussi, sur des questions qu'on a abordées, comme l'avortement ou le congé parental, on n'a pas les mêmes structures légales. Donc forcément, on va pas aboutir aux mêmes solutions. Après, c'est pas pour ça que d'autres pays n'ont rien à nous apprendre. Donc c'est évident qu'on va maintenir des liens et que s'il y a des mouvements qui veulent nous contacter, nous on est très heureuse d'avoir des liens. D'accord. Mais on ne va jamais plaquer une solution. Oui, j'entends bien. Voilà. Mais ça, c'était bon. C'était un peu la parenthèse qui permettait aussi comment dirais-je, de justifier ou d'expliquer est-ce qu'il n'y avait pas une constante ou une généralisation du rôle de la femme en 2015 dans un espace un peu plus large que celui de la France. Bon, ça c'était une première chose. Et moi j'aurais voulu avoir quand même... On a bien situé le fonctionnement, les structures, voilà. On a donné plein d'outils aux auditeurs, mais j'aurais voulu quand même avoir un peu plus en détail votre quotidien aujourd'hui, vos axes de combat, en tout cas vos travaux en cours, et quelles sont vos préoccupations et ce que vous allez être amené, alors sans dévoiler de secrets bien évidemment, mais enfin bref, c'est quoi le quotidien aujourd'hui du travail des Antigones et c'est quoi votre avenir à court terme? Alors bon, déjà... Votre avenir, vos engagements, pardon. Déjà, nous, on n'a pas de secret, hein, on fait pas de secret. Donc voilà. Alors, on va essayer de faire simple. Alors, le quotidien d'une Antigone, c'est de se lever le matin, d'aller travailler ou d'aller étudier, de vivre sa relation de couple ou sa non-relation de couple, hein, de vivre sa vie. Ce qui peut être également épuisant. Ce qui peut être très épuisant. C'est de se poser des petites questions toutes naïves tous les jours. C'est d'être soi-même, hein, tout simplement. Donc, c'est un quotidien de femme normale, mais c'est vrai que à force, enfin moi je parle à titre personnel, mais à force d'être avec les filles et du travail qu'on fait, il y a un véritable apaisement sur un certain nombre de questions.
qui Alors, se créent. quelles sont ces questions? Alors, par exemple, moi, je vais prendre mon exemple très concret. Je vais y aller très concrètement. Sans dévoiler de secret. Ah oui, non, mais très concrètement, par exemple, moi, je me posais beaucoup la question de la contraception, donc que je prends et que je prends toujours. Voilà, et finalement, je me suis interrogée sur sur cette question-là. Alors, quand on me parlait de contraception et de gens qui étaient contre la contraception ou je sais pas quoi, ou même quand on abordait ce sujet-là, c'était assez épidermique. C'était épidermique pour plein de raisons, et le fait d'avoir un dialogue assez apaisé, d'avoir des réflexions vraiment profondes sur le sujet, notamment sur la manière qu'on a de consommer son propre corps, sur l'indisponibilité temporelle que la contraception implique, j'ai commencé à me poser des questions. Aussi des questions environnementales, et ce qui fait que la question de la contraception, qui était vraiment très épidermique, je l'ai prise beaucoup plus simplement, de manière beaucoup plus humaine et beaucoup plus réaliste sur moi-même. Donc bon, ça m'a pas amené à changer quoi que ce soit à mon univers, mais disons que je comprends mieux la raison pour laquelle je fais les choses, et la façon dont je l'envisage, c'est beaucoup plus concret. Et ça c'est simple, mais du coup je peux mettre des mots beaucoup plus logiques sur cette question-là. Donc c'est tout idiot, mais c'est des petites choses comme ça qui apportent les Antigones. C'est sur des petits points un peu délicats parfois, qu'on finit par aborder, et ça pour la vie de tous les jours, de ne serait-ce comprendre pourquoi on fait les choses, c'est très intéressant. Alors ça c'est peut-être aussi un choix plus personnel. Mais c'est Antigone, c'est quelque chose de très personnel aussi. C'est-à-dire que parler des femmes... Oui, ça touche à l'intime, c'est ça que vous voulez dire. Ça touche à l'intime, et là-dessus, je prenais l'exemple pour moi de ce que c'était, mais c'est vrai que là-dessus, il y a... Antigone, c'est un apport qui est théorique, ou un apport sociétal par les actions, des choses comme ça, mais c'est aussi un apport personnel, de s'interroger, notamment, on a eu une jeune femme qui a posé la question, mais comment je l'éduquerai ma fille ? Voilà, je vais avoir une fille, comment je vais l'éduquer ? Parce que moi, mes parents, les réponses n'ont pas suffi, je ne sais pas. Et en fait, on va pas apporter des réponses toutes concrètes à cette fille-là, comme on ne va pas m'apporter des réponses toutes concrètes sur ma contraception, c'est pas le problème. Mais c'est qu'en fait, c'est démarrer des pistes, des chemins. Mais c'est vrai qu'en fait, je rebondis un petit peu là-dessus. On lance des grands mots, etc. Mais en fait, ce que nous, on a vu dans l'antenne à Paris, c'est que pour chacune d'entre nous, ça nous a apporté énormément de réponses personnelles. Chacune est arrivée avec ses propres questions. La raison pour laquelle beaucoup de nanas nous ont rejoints, et j'espère nous rejoindront encore, c'est que justement la vision de la féminité qu'elles avaient aujourd'hui, la vision que leur proposait la société, les satisfaisait pas. Elles avaient énormément de questions et énormément de difficultés à vivre leur féminité de façon simple au quotidien, sans on nous oblige à nous poser 1000 questions. La contraception en est une, mais la maternité en est une autre, et aussi le travail, le rapport au travail des femmes aujourd'hui. Il y a énormément de questions qui se posent, et en fait chacune d'entre nous, on le voit dans nos discussions personnelles un peu hors travail, a trouvé énormément de réponses dans le travail qu'on fait ensemble. Et moi je vois le nombre de permanences dont on est ressorti, où j'avais invité des amis, où j'étais avec mon fiancé, on est reparti, et c'est parti sur des discussions de 2 à 5 heures, parce que c'est un petit peu ça le réveil des consciences dont on parlait tout à l'heure, c'est de repartir d'une permanence, c'est de repartir d'avoir lu un texte des Antigones, puisque vous les lirez, en ayant des discussions à partager, en se disant, on a lu ce truc-là, moi j'ai envie de le partager avec quelqu'un, avec mon mec, avec ma mère, avec ma sœur, avec mes potes, et j'ai envie d'en parler, et on va sortir d'une discussion en se disant, mais j'ai appris quelque chose, et je comprends mieux ce que c'est qu'une femme aujourd'hui, je comprends mieux ce que vit ma nana, ma sœur, ma mère, et voilà, et c'est le petit travail quotidien. Ouais, là-dessus c'est vrai que je pense que pour beaucoup d'entre nous, enfin je l'espère, ça a été une bulle d'expression aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'expression générale théorique qu'on fait au plan sociétal, c'est évident, mais va y avoir aussi beaucoup cette question au plan individuel, parce que aujourd'hui ce qu'on nous propose, les grandes lignes qu'on nous propose, elles ne répondent pas, et on arrive toutes avec nos lots d'inquiétudes, et je pense que même d'ailleurs pour les hommes qui viennent, il y a beaucoup de réponses qui simplement en étant soi-même, en exprimant les choses avec calme et simplicité, et ça c'est vrai que les textes ont l'air compliqués, d'aborder des sujets compliqués. Ils le sont pas en vrai, faut les lire. Non mais je crois que il y a ce que vous dites là, il y a une logique individuelle d'échange au sein d'un groupe pour partager ses expériences, ses interrogations, et essayer d'y trouver des réponses, par l'échange, et ça c'est très bien. Mais quels sont vos axes de travail ? Est-ce qu'il y a des axes préétablis ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont,
on parlait de texte, on parlait de charte, on parlait de toutes ces choses-là. Je pense qu'il y a ce pan-là que vous venez parfaitement bien d'exprimer, c'est-à-dire ce côté interrogation. On a bien compris que chez les Antigones, une des choses essentielles, c'était ce côté très, je dirais, très libre, en tout cas très décomplexé, de pouvoir affirmer les choses et les revendiquer, dans un sens comme dans l'autre. Ça, c'est une chose. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est aujourd'hui, d'un point de vue, on va dire, plus idéologique, est-ce que vous avez des axes de travail? Quels sont-ils? Vers où? Pour justement avoir une logique peut-être plus pédagogique. Vous échangez beaucoup parce qu'on le voit, tous ces mouvements comme le vôtre, on les retrouve, le vecteur essentiel ce sont bien sûr vos réunions, mais c'est beaucoup les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, il faut pouvoir argumenter, il faut pouvoir amener des éléments. Vous aujourd'hui, c'est quoi les Antigones? Quel est le travail et le quotidien des Antigones 2015? Avec quel objectif? Quels sont vos thèmes de réflexion actuellement? C'est bien, il n'y a qu'une seule question pour une fois. Comme toujours. Donc l'axe de réflexion, on va dire général, national, pérenne des Antigones, ça va être cette question de la féminité et cette question des rapports hommes-femmes. C'est quelque chose qu'on va développer sur le long terme parce que ça ne se règle pas en 1 an, 2 ans. Voilà. Après, il y a des réflexions par antenne qui sont menées. Nous, l'année dernière, à l'antenne Paris, on a mené tout un travail sur les femmes à la transmission. Et cette année, on a commencé un cycle sur les femmes et l'économie. Donc nous, notre travail à Paris, il est assez théorique, faut le reconnaître. Et donc, dans tout ce travail, on essaie de voir un petit peu quelle est la place des femmes dans l'économie, comment elles peuvent y jouer un rôle, les effets que peuvent avoir l'économie telle que la société la conçoit aujourd'hui sur elles. Donc là, on est dans un travail qui est oui, un petit peu plus théorique, un petit peu plus de fond. Mais les autres antennes, donc Lyon, Marseille, travaillent sur d'autres projets. Marseille, par exemple, travaille sur le projet Antigone de A à Z, où il s'agit d'illustrer, en fait, de manière un peu plus visuelle ce que peut représenter les Antigones et différentes notions. On avait fait une petite vidéo pour Noël qui était Enchantez votre monde. Et donc ça, c'était le travail des Antigones. Qui a eu beaucoup de succès parce que c'était vraiment, je trouve, elle était vraiment forte à propos cette vidéo. Elle a vraiment eu, je crois, elle a vraiment eu du succès. Est-ce que c'est pour vous un vecteur justement de communication, bien évidemment? Est-ce que ça vous rapporte est-ce que ça vous ramène du monde? Est-ce que les gens s'interrogent? Parce qu'aujourd'hui, c'est les seuls moyens de communiquer, ils sont là. Justement, on a du mal à mesurer l'impact de ce genre de choses, mais on a toujours énormément de critiques, énormément de très bons échos sur nos actions. C'est difficile de faire le tri, mais oui, non, nous, ces vidéos et ce travail-là, en fait, ça nous tient à cœur d'avoir vraiment j'allais dire un double discours, mais c'est peut-être pas forcément le bon mot, d'avoir une manière assez complète d'illustrer tous les sujets qu'on aborde. Donc il va avoir ce côté beaucoup plus théorique avec nos fameux textes de 30 pages qu'on essaye désespérément de faire lire. Il y a les photos, il y a les vidéos où on a envie d'incarner autant qu'on argumente en fait. Alors après, sur le plan plus théorique, puisque vous posiez la question, donc cette année 2015-2016, puisqu'on... Non, du coup c'est 2015, c'est 2015, puisqu'on commence de janvier à janvier. Donc c'est famille et économie, donc là-dessus, c'est ce qu'on vous disait, c'est d'aborder la question tant donc du rapport des femmes donc, dans l'entreprise, dans l'économie telle qu'elle est perçue aujourd'hui, mais aussi de traiter l'économie au sens large, donc toutes les méthodes alternatives qu'on peut y trouver, tant pour soi-même qu'à l'échelle nationale. Donc là-dessus, c'est vrai que ça va être très complet. Par exemple, on a fait donc le mois de février a démarré avec un mois introductif, avec la notion d'économie. On a pas mal traité Aristote et l'économie, mais aussi on a abordé le professeur Yapa ou José Bové, tout ça. On a brassé très large. On a toujours des références très éclectiques, faut le savoir. Oui, voilà, faut pas trop être faut avoir l'esprit ouvert. Vous faites appel à des références, des gens extérieurs qui viennent pour vous aider sur ces travaux-là? Ah oui, on a des gens extérieurs qui sont venus nous aider. On a eu un professeur en économie. Chaque mois, on a un conférencier extérieur en fait, donc voilà. Avec lequel parfois on est d'accord, parfois nous ne sommes pas. C'est l'intérêt de rester pour le débat après. Ça peut partir très très loin. Oui. Et on a aussi des témoignages d'intervenants extérieurs où c'est pareil, on n'est pas nécessairement
d'accord avec ce que les intervenants vont dire. D'ailleurs, il y a même des fois où on ne sait pas exactement ce qu'ils vont dire jusqu'au moment, au moment donné. On le découvre un peu. Après, nous, on a chacune mené notre réflexion et ça peut partir en pugilat entre intervenants Antigone comme entre Antigone. C'est à voir, ça réserve des surprises. Donc là, vraiment, ce que je disais, c'est qu'on avait fait un mois introductif. Donc là, on avait brassé un certain nombre d'auteurs pour avoir un bagage théorique. Donc on avait eu la chance d'avoir un professeur d'économie et on a eu un témoignage d'une conseillère conjugale sur l'impact de l'économie dans le couple. Donc c'est pour vous donner un peu l'aspect varié des choses. Et c'était moi qui avais fait l'introduction à l'économie où j'avais axé sur Aristote, donc et sur le professeur Yabat, dont j'ai beaucoup aimé les travaux, et un certain nombre d'autres personnes. Mais voilà, donc ça c'était pour le mois introductif. Donc ensuite en mars, qui continue ce mois-ci, on traite de la question du sexe et de l'économie. Donc là, on a eu la chance de recevoir une ancienne prostituée. On a eu donc c'est Rosanne Ischer qui nous a fait l'honneur de venir pour parler de cette problématique-là. On avait fait une conf d'auto-formation très générale sur la pornographie et sur l'hypersexualisation des enfants, etc. Donc là pareil, ça a été un bon débat. On l'a fait à 4, c'était vachement sympa. Et puis on va faire le point actualité sur le Carlton la semaine prochaine. Il y a matière. Donc voilà, donc c'est pour vous situer un petit peu. Et puis après, les mois d'après, on va travailler plus la question des femmes dans l'entreprise, des méthodes alternatives, d'économie au sens plus large, puisqu'on travaille énormément sur la question du lien social. Et puis on va avoir aussi un mois sur la question de médicale, puisque économie, médecine, c'est très lié aujourd'hui, malheureusement. On est dédié. Ouais. Donc voilà, c'est très varié. Donc en fait, on a un programme à l'année qu'on tient. Et donc du coup, à chaque fois, on a un texte d'environ 17 pages qui est produit par mois sur le thème de l'année, sachant qu'il intervient beaucoup plus tard que le mois en question, puisqu'il faut le temps de le rédiger quand même. Il faut nous excuser nos légers retards de publication. Bien, je crois que pour nos auditeurs, ils auront, je pense, fait le tour. Enfin, on aura bien saisi un petit peu la genèse, les traits forts de ce qui anime le mouvement Les Antigones, votre quotidien, votre manière de fonctionner. Quels sont les grands thèmes qui vous engagent dans ce combat de la féminité? Moi, il me reste à vous remercier déjà, parce que pour cette liberté de parole et cette franchise et ce côté décomplexé qui est très rafraîchissant, j'espère que les auditeurs y seront sensibles. Il me reste donc à vous, tout simplement pour contacter les Antigones, c'est très très simple. Il y a un site internet, on l'a dit, qui est très bien fait, et vous avez une page Facebook, parce que ça c'est incontournable, Twitter également. Quoi d'autre? Je vous laisse les derniers mots de la fin. Alors, il y a des gens derrière ces pages. Derrière le Twitter, c'est moi, c'est Anne et c'est Mathilde. Derrière le Facebook, pareil. Donc, il y a des vrais gens qui vous répondent. Et c'est pour ça qu'il y a parfois un petit peu de retard. Derrière les mails, c'est Fanny, on la remercie. Et Isabelle. Voilà. Et le site, c'est pareil. Vous pouvez aller le voir. Vous pouvez nous donner l'adresse. L'adresse, oui. www.antigone.fr. Et donc tout ça est éminemment perfectible, on le sait, et c'est pour ça que nous on est ouverte à toute proposition constructive, toute idée, enfin voilà, tout nous intéresse. On est ouverte à tout débat, toute idée, que ce soit en termes de sujet, de format, enfin peu importe, tout nous plaît, tout nous intéresse et on voit. Voilà, surtout n'hésitez pas à vous déplacer, à venir voir, à nous contacter s'il y a des antennes qui manquent en France, parce qu'il y en a qui manquent, et voir comment vous voulez vous engager. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, bien sûr. Exactement, voilà. En bref, ça donne ça, tous les âges, tous les sexes, tout le monde peut participer. Et il faut pas oublier aussi que, en fait, ça, c'est un truc que les gens ont du mal à comprendre, qu'on ne demande pas du tout rien. On ne demande pas aux gens du jour au lendemain d'arriver et de donner leur vie aux Antigones. Même nous, on n'y arrive pas. Un texte une fois, une bonne idée, le lien vers un article ou une actualité que nous, on n'a pas vue, ça nous intéresse déjà vachement. Et si quelqu'un a un mois de vacances, qu'il a décidé de consacrer à une bonne cause, les Antigones en sont une. Et si vous nous prévenez, on vous harcèlera pas par la suite. Enfin voilà, on a conscience que l'engagement, c'est à la mesure de chacun. Donc faut pas hésiter en ayant peur d'être pris au piège, il n'y a pas de piège.
Ouais, on est détente, franchement. Et Dans enfin, la communication, faut dire les choses. Dites les choses. On peut être très très brouillonne, je pense que vous l'avez bien compris. Mais en vrai, on est sympa et on répond aux mails à terme et on est content de toute participation, quelle qu'elle soit. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour cet entretien. Et donc, je renvoie nos auditeurs vers votre site avec les 30 pages à lire. Mais il y en a plein de 30 pages, il y a plusieurs fois 30 pages. Il y en a même qui sont téléchargeables si jamais vous n'avez pas de réseau et que vous avez un trajet de train à faire. Il y a les PDF. Et ben voilà, vous l'aurez compris, les Antigones, c'est un sacerdoce. Donc, le mot de la fin, ça sera pour moi, bien sûr, à l'abordage et pas de quartier. I'm a soldier of fortune, an ambassador of pain. I have the world on a string, and I threw it all away. I'm a prince of illusions, heart spinning round my brain. There's a mockingbird calling, and this is what it's saying. Girl, stop looking, you drive me insane. I'm going out of my mind, and I won't be back again. I was driving down the street, and I saw you in the rain. Now it's breaking my heart, and I want you back again. I was staring and shaking.